Alors, permettez-moi d'abord de me présenter. Je me nomme Kouna Ndiaye. Je suis maître en droit privé à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et allocataire de recherche au laboratoire d'analyse des sociétés et de pouvoir Afrique Diaspora, l'ASPAT de la même université. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, mais aussi la lourde responsabilité de modérer ces discussions. Cela étant précisé, je voudrais, au nom de toute l'équipe du LASPAT, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier chaleureusement pour avoir répondu favorablement à notre invitation pour le premier numéro de notre cycle de séminaire. Alors, ce cycle de séminaire concerne les défis relatifs à la protection des données personnelles et l'initiative du LASPAT dans le cadre de son programme de recherche ProDP Africa. Ce programme pluridisciplinaire a pour vocation continentale, vise à renforcer la protection des données en Afrique en vue de construire un système harmonisé et efficient. Alors, on peut parler, introduire la blockchain et les smart contracts. Donc, les smart contracts est né de la vision de Nick Szabo et s'inscrit dans une logique technologique disruptive à l'ère du Web3. Un mouvement crypto-anarchique bouleverse le monopole réglementaire et économique de l'État avec la création d'un réseau peer-to-peer. Leur légitimité s'assoit sur la défaillance du système bancaire après la crise financière de 2008. Satoshi Nakamoto présente une alternative conjuguant système décentralisé et viabilité des données, un nouveau système libéré de l'interventionnisme étatique et de l'intermédiation. La gouvernance algorithmique promet la libération des individus du joug étatique et des entreprises sans être sujets au risque de corruption, d'arbitrage ou d'incohérence propres aux institutions. En 2014 ou en 2015, la blockchain Ethereum lance le smart contract, un programme qui permet d'exécuter automatiquement les obligations contractuelles. Cette innovation suscite de multiples questions sur son adaptabilité aux principes régissant les relations contractuelles. Ainsi, ce séminaire permettra d'approfondir la notion de blockchain et de smart contract, leur mécanisme, leur nature juridique, leurs impacts dans les relations contractuelles et dans l'économie numérique. Donc, est-ce que les smart contracts est une opportunité pour le droit des contrats? Favorise-t-elle la standardisation des droits des affaires, des contrats d'affaires? Quels sont ses avantages et quelles sont ses limites? Aujourd'hui, nous aborderons une thématique nouvelle et aussi importante. Voilà autant de questions qui nous taraudent et que nous avons la chance d'aborder avec nos chers invités, M. Modou Diop, chef de pôle technique à Gaïndé 2000, développeur blockchain. En tant qu'expert en développement blockchain, il a l'expérience pratique sur la dématérialisation des procédures commerciales et l'intégration de technologies sécurisées serait particulièrement précieuse pour éclairer notre public mixte, juristes, étudiants et professionnels sur les applications concrètes de la blockchain dans le commerce international et dans l'économie numérique. Avant de céder la parole à M. Diop, je vais rapidement revenir sur la répartition du temps. Nous disposons d'environ 1h30 minutes, réparties comme suit. 40 à 45 minutes pour la présentation de l'intervenant et 40 minutes pour la discussion. Sur ce, je vous souhaite un excellent séminaire. M. Diop, je vous cède la parole. Merci, Kouna. Je vais me présenter d'abord. Je pense que vous avez déjà fait la présentation de ce que j'occupe à Gaïndé. Bon, je suis Modou Diop, je suis développeur blockchain, je suis développeur aussi d'applications. Je suis chef de pôle technique dans une entreprise qui s'appelle Gaïndé 2000, qui travaille beaucoup plus sur la dématérialisation des procédures, que ce soit au niveau des entreprises privées et des entreprises publiques. Bon,
le dernier projet que j'ai piloté, actuellement qui est en déploiement et qui marche, c'est le projet du guichet unique portuaire, de tout ce qui est enlèvement des marchandises au niveau du port de Dakar. C'est un projet que j'ai piloté techniquement et que actuellement c'est presque 2 ans de service vraiment pour ce projet-là. Pour la prochaine, j'ai travaillé beaucoup plus côté extérieur. Je pense que la plupart de mes projets, c'est pas au Sénégal. Euh, le dernier projet que j'ai travaillé avec des Sénégalais, c'est l'échange côté crypto-monnaie, échange côté crypto-monnaie, qui est aussi en déploiement et qui marche. Aujourd'hui, je vais essayer juste de faire une présentation bref sur tout ce qui est blockchain et smart contract. On peut parler aussi sur les données à caractère personnel. Et voilà. Avant tout, je pense que c'est ça la présentation, ma présentation et mon parcours. Je vais partager juste mon écran pour vous expliquer, pour dérouler un peu les diapos que j'ai préparés. D'accord. Aujourd'hui, je vais essayer de présenter, de faire le webinaire sur tout ce qui est blockchain et smart contract. J'aimerais vraiment que ça sera aussi une interaction, une présentation avec un peu de rythme, quoi, avec une interaction. Si vous avez des questions, de les poser. On va essayer de les répondre. Je pense que ça va être beaucoup plus simple, quoi. Euh, le sujet, c'est la blockchain vers un paradigme dis- disruptif de contractualisation automatisée et immédiate. La présentation sera faite par moi-même, c'est de pôle technique. J'ai gain de 2000 experts blockchain et de matérialisation. Comme plan de présentation, ça va être sur six diapos, hein. Nous allons commencer par les fondements de la technologie blockchain. Qu'est-ce que c'est que la blockchain, la structure, les mécanismes et les types de blockchain. On va parler un peu des smart contracts, définition, mécanismes et enjeux juridiques. Et on va parler aussi de tout ce qui est contractuel, l'impact sur les contrats traditionnels et les contrats et la comparaison du paradigme, c'est-à-dire entre les smart contracts et les contrats traditionnels, les smart contracts. On va parler aussi après l'application ici en Afrique. Pour ce cas-là, je vais prendre un peu de gain de 2000 avec le commerce extérieur et la protection des données. Pour le cinquième part, on va parler de la protection des données à caractère personnel et les perspectives, conclusions et perspectives de ce qu'on a compris d'après le sujet. Nous allons parler de la blockchain, les fondamentaux. Je pense que vous l'avez déjà parlé, vous avez déjà fait une introduction par rapport à la blockchain. La blockchain, c'est juste un risque distribué, décentralisé et immuable, permettant d'enregistrer des transactions entre parties intermédiaires sans intermédiaire de confiance. Chaque bloc contient un ensemble de données horodatées liées par la cryptographie au bloc précédent, formant une chaîne. Pour donner une explication simple, imaginons un registre de données, par exemple un carnet de données, où chaque personne peut avoir une copie de ce carnet, où on a inscrit par exemple, des informations. Si on inscrit par exemple une information sur le carnet, chaque personne qui appartient au réseau doit avoir la même information. Ce qui les rend, par exemple, distribués. C'est-à-dire que ça ne va pas être sur un seul endroit, mais ça peut être sur plusieurs endroits différents. Par exemple, quelqu'un peut se trouver à Saint-Louis, quelqu'un à Dakar, quelqu'un à Louga, quelqu'un à Ziguinchor. Et que les mêmes informations seront partagées à temps réel. Ce qui les rend distribué. Décentralisé aussi, c'est le fait que ce soit décentralisé, c'est le fait que, par exemple, il est sur plusieurs endroits différents. Et immuable, ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Dès qu'on met une information sur la blockchain, on ne peut plus le modifier ni le supprimer. D'où l'immuabilité. Et la partie sécurité, ça parle un peu
tout ce qui est cryptographie, la cryptographie asymétrique à double clé, il utilise les clés privées, les clés publiques. Les informations aussi sont hachées par des fonctions irréversibles. Le fait qu'on ne peut pas modifier cette information, c'est-à-dire dès qu'on le met, on peut pas c'est-à-dire que faire l'inverse pour le retrouver. Ça, c'est la partie, c'est la partie sécurité. Chaque nouvelle information aussi est encapsulée sur un bloc. Le bloc est horodaté. Bon, ça va être là pour l'explication, pour que ça soit beaucoup plus clair. Je pense que c'est des choses qui sont un peu techniques pour comment les blocs sont liés, comment, par exemple, les informations sont hachées, comment, comment un bloc est validé. Tout ça, c'est des informations qui sont, c'est des choses qui sont un peu techniques en termes informatiques. Mais ce que vous allez retenir, c'est juste que, par exemple, la blockchain, c'est un registre distribué, décentralisé, transparent et sécurisé. Ça, c'est les mots-clés. Pour les différents blockchains, on peut avoir une blockchain publique. L'exemple qu'on connaît beaucoup plus, qui est le Bitcoin, Ethereum, qui est ouvert. Quand on parle de blockchain public, c'est ouvert à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès sur cette blockchain-là. Quand on parle des blockchains privées aussi, l'exemple que je peux donner, c'est Hyperledger, qui a accès contrôle aux données, par exemple, aux données gouvernementales souvent. C'est le genre de projet qu'on utilise qui est centralisé, quoi. Ça, c'est les blockchains privées. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a accès à cette blockchain. Dès la mise en place par exemple, de cette blockchain, les intervenants sont bien identifiés. Les blockchains aussi de consortium. Bon, ça, c'est souvent utilisé, mais la plupart qu'on utilise, c'est les blockchains privés et les blockchains publics. Et actuellement, à l'instant, si on parle de blockchain, la plupart, on fait allusion aux blockchains publics tels que Ethereum, grâce aux crypto-monnaies et Bitcoin. Euh, Si on parle, déjà, avant de parler des smart contracts, la base, c'est tout ce qui est, tout ce qui est blockchain. Blockchain, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est ces caractéristiques, par exemple, telles que la décentralisation, l'intermédiation, l'immuabilité et la transparence et la sécurité. Ça, c'est ce qui définit, par exemple, la blockchain. Mais sur cette technologie, en 2014, la blockchain Ethereum a mis en place une couche applicative qui fait référence aux smart contracts. C'est-à-dire qui nous permet d'avoir des smart contracts sur la blockchain. Bien évidemment que les smart contracts existaient depuis 1994. Mais cette couche logique nous permet, par exemple, actuellement de développer tout ce qui est smart contract au niveau de la blockchain. Les smart contracts, c'est quoi? C'est des contrats intelligents développés en termes informatiques et déployés, par exemple, au niveau d'une blockchain. Ce qui permet, par exemple, il n'y aura pas parce que dès que la blockchain a éliminé tout ce qui est tiers de confiance, donc ça veut dire que les smart contracts aussi jouent le rôle. Par exemple, quand c'est déployé, ils ont tout le temps des conditions, ils ont développé de telle sorte que, par exemple, c'est des conditions, si la condition est vérifiée, les smart contracts est exécuté automatiquement. Donc, par exemple, pour certains cas, tels que, par exemple, quel exemple je peux donner? Par exemple, pour un cas où, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, on te dit, par exemple, dès qu'on envoie le produit au niveau, par exemple, pas l'agriculture, mais dans le domaine, par exemple, du commerce, supposons, dès que, par exemple, la marchandise est à destination, il faut, par exemple, envoyer par IoT, supposons quelque chose qui va activer que la marchandise est à destination. Directement, le smart contract va s'exécuter pour faire le virement ou le paiement. Donc, le smart contract, sur la blockchain, le rôle, c'est quoi?
c'est de vérifier des conditions, c'est de vérifier une condition et de faire l'exécution automatiquement sans tiers de confiance. Ce qui est différent, par exemple, dans une base de données, par exemple, dans une base de données, dans une application où, pour faire l'exécution, il faut l'intervention humaine. Supposons dans le cas du virement bancaire. Supposons, par exemple, sur le commerce international, j'envoie mon produit à quelqu'un et il faut, par exemple, donner l'ordre au banquier pour qu'il fasse le virement. Par exemple, ça, c'est la banque qui est le tiers de confiance, est considéré comme tiers de confiance. Ok, ici, par exemple, dans les smart contracts, il n'y a pas de tiers de confiance, mais dès que c'est déployé au niveau de la blockchain, le smart contract écrit en termes informatiques est déployé au niveau de la blockchain. C'est-à-dire que ça peut s'exécuter automatiquement en se basant sur des conditions qu'on va définir dès le début. Par exemple, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, dès que la livraison est effectuée, le contrat est exécuté pour envoyer l'argent, par exemple, au niveau du destinataire. Ça, c'est les rôles du smart contract. Euh, donc, en gros, les smart contracts, ils ont des avantages. Les avantages sont, c'est-à-dire que sur la rapidité, par exemple, de l'exécution. Tant qu'il n'y a pas, il y a pas tiers de confiance, donc c'est facile, par exemple, c'est rapide et que la transaction, par exemple, peut être effectuée sans l'intervention humaine. Et ça réduit aussi les coûts. Les coûts, par exemple, il y avait une personne qu'on doit payer, par exemple, pour faire l'exécution, la machine peut le faire directement à partir du smart contract déployé. L'élimination, par exemple, des intermédiaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire sur le smart contract, parce que le smart contract est exécuté automatiquement. Pour la sécurité aussi, comme ça s'exécute aussi sur la blockchain, pour la blockchain, ses particularités, la sécurité fait partie de ses particularités. Donc, c'est quelque chose que je peux dire, par exemple, de base sur la blockchain. Et, aussi, pour les limites, mais il y a il y a des limites juridiques. Hein. Je pense que je vais parler après, tout à l'heure, sur les limites juridiques. Mais les limites juridiques, comme par exemple les enjeux qu'on peut avoir en Afrique, c'est la qualification du contrat électronique. Le consentement aussi éclairé des parties, mutabilité vers la mutabilité, la compatibilité aussi avec le droit OHADA, acte authentique, par exemple, sur la signature unique. Les smart contracts, il y a beaucoup de limites sur les smart contracts. Par exemple, si on le compare avec les contrats classiques qu'on a. Ici, tout est exécuté au niveau de la machine. Par exemple, s'il y a une interprétation par exemple, sous l'intervention peut-être d'un notaire ou quelque chose, tout ça, par exemple, on va l'éliminer parce que on n'aura plus de tiers de confiance. Or qu'en réalité, actuellement en Afrique, il n'y a pas de législation, par exemple, qui encadre tout ce qui est smart contract et autres. Donc, si on fait juste une classification, c'est-à-dire que sur une comparaison, par exemple, ici, sur les contrats classiques, vers les smart contracts, si on part sur les critères, par exemple, sur la formation, les contrats classiques, le consentement des parties, c'est des actes écrits. Or que ici, par exemple, sur les smart contracts, le code est déployé sur la blockchain. Donc, il y a pas d'écrit, mais c'est déployé au niveau de la blockchain. Et rappelez aussi que tout ce qui est inscrit au niveau de la blockchain, c'est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. Sur l'exécution, ça dépend, sur les contrats classiques, ça dépend des parties et des interprétations. Par exemple, ici, la manière dont le juriste peut interpréter, par exemple, le contrat classique est différent, par exemple, au niveau de la blockchain où tout est automatique et conditionné. Donc, les conditions sont définies à la base avant le déploiement de la blockchain et que dès que c'est déployé aussi, on ne peut plus modifier. Les preuves, les preuves aussi sont souvent écrites, notariées, signature manuscrite. Or que si c'est sur la blockchain, par exemple sur les smart contracts, c'est géré par un hash cryptographique infalsifiable. Ça aussi, c'est un atout par rapport
au blockchain et au smart contract, le H. Pour la révision, euh, par accord mutuel ou juge au niveau des contrats classés. Mais pour la blockchain, pour les smart contracts, c'est très difficile, voire impossible. Ça fait partie aussi des particularités de la blockchain. Dès que c'est inscrit au niveau de la blockchain, on ne peut plus modifier. Le coût, bon, il y aura des frais notaires, avocats, intermédiaires. Ici, on parle de gaz. Des gaz, bon, c'est des frais de transaction, mais qui sont sensiblement égaux à zéro. Si vous connaissez un peu les crypto-monnaies. Le droit applicable, bon, ici, pour les contrats classiques, la loi nationale ou OHADA, et là, ici, par exemple, les smart contracts, c'est incertain. C'est incertain. Pour ce qu'on peut retenir, l'attention. Ce qu'on peut retenir, par exemple, la tension entre l'automaticité du smart contract et les exigences du droit au radar constitue l'un des défis juridiques majeurs pour l'Afrique de l'Ouest. Bon, ça, c'est ce qui concerne, par exemple, parce que je parle toujours de l'Afrique, c'est ce qui concerne, par exemple, pour l'Afrique. Euh, Souvent, quand on utilise, par exemple, les smart contracts, et on essaie juste de le comparer avec les contrats classiques, je pense que ça nécessite des réflexions beaucoup plus poussées pour savoir est-ce que réellement on peut l'utiliser, par exemple, en Afrique, par exemple, les contrats classiques peuvent être remplacés par les contrats intelligents. L'exemple juste que je vais donner pour le cas, par exemple, de Gaïndé Demi sur l'application, par exemple, des smart contracts, la blockchain au service, par exemple, du commerce international. Bon, Gaïndé Demi et le gestionnaire, par exemple, du guichet unique extérieur, tel qu'appelé Orbis, pionnier de la dématérialisation des procédures commerciales en Afrique de l'Ouest. La traçabilité des marchandises. Ça, par exemple, comment on peut l'utiliser au niveau, par exemple, du commerce extérieur. La traçabilité des marchandises, enregistrement immuable du parcours douanier sur la blockchain, réduire les fraudes documentaires à plus de 60%. Dès que, par exemple, comme dans une blockchain, dès qu'on met l'information, on ne peut plus vérifier. Et que, par exemple, souvent, c'est des blockchains c'est des blockchains privés ou publics. Donc, n'importe quelle personne, n'importe quel acteur qui est sur le réseau, sur le réseau peut vérifier, par exemple, la documentation. Donc, au lieu, par exemple, de vérifier de manière manuelle, dès que tu as le hash, tu peux vérifier, par exemple, est-ce que l'information est authentique ou pas. Par exemple, est-ce que le document que j'ai, c'est authentique, oui ou non. Donc, ça facilite peut-être la vérification et la traçabilité, par exemple, peut-être du parcours douanier. La lettre de crédit aussi. C'est un exemple de document qui, que souvent que les importateurs utilisent. Bon, on demande par exemple aux importateurs pour la libération, par exemple, ou bien le dédouanement de la marchandise. Cette lettre de crédit, par exemple, peut être arrêtée au niveau des smart contracts et qui peuvent être vérifiés. C'est-à-dire qui peuvent être vérifiés. Dès que c'est vérifié, par exemple, ça, on peut déclencher automatiquement le paiement dès la réception du document. Tout ça, on peut le mettre sur des smart contracts. Le certificat d'origine aussi, c'est un autre document, par exemple, utilisé, par exemple, dans le système, par exemple, de l'importation. Dès que c'est émis et vérifié, les instances des certificats d'origine sont opérationnels avec les douanes partenaires. Par exemple, la douane sénégalaise peut délivrer, par exemple, ce document-là et que la douane malienne, par exemple, peut vérifier. Donc, il n'a pas besoin directement de savoir l'authenticité. Dès que c'est inscrit au niveau de la blockchain, on sait que c'est authentique. Donc, s'il a un identifiant qui lui permet de vérifier au niveau de la blockchain, il peut vérifier et parce que sans intermédiaire, que on peut dire que, par exemple, c'est sécurisé parce qu'il y a la confiance derrière. La conformité aussi des données personnelles. Un défi, c'est un défi, par exemple, qui constitue l'immuabilité de la blockchain avec les droits à l'effacement, avec la loi 78 21 du Sénégal qui est
axé beaucoup plus sur les données à caractère personnel. Comme gain, ça veut dire que comme gain, il y a plus de 60% de réduction des fraudes documentaires qui évitent évitées grâce à la traçabilité de la blockchain. Les pionniers en Afrique, par exemple, les guichets uniques dématérialisés du commerce. Bon, tout ça, c'est des choses comme juste des exemples qu'on peut appliquer, par exemple, au niveau du commerce extérieur. Les cas d'usage, bon, c'était déployé sur la plateforme Orbis du Sénégal. C'est-à-dire qu'on peut développer, c'est un smart contract qui peut gérer tous ces cas-là, de faire la vérification de certains documents, c'est-à-dire que un peu pour gérer la traçabilité et la confiance des acteurs. Donc, comme il n'y a pas tiers de confiance, donc il y a pas risque de fraude sur les documents. Donc, on peut vérifier tous ces documents-là et que ça va faciliter aussi sur la rapidité des transactions. Parce que souvent, un exemple simple aussi que je peux donner, par exemple, sur le cas du connaissement, par exemple, là, du connaissement, quelqu'un qui veut envoyer sa marchandise au niveau de Dakar, il y a il y a un document qui s'appelle BEL original, qui est envoyé depuis, par exemple, depuis l'armateur. Et que, par exemple, si le propriétaire de la marchandise va avoir le BL, il faut que l'armateur envoie, par exemple, ce document-là via DHL ou un autre jusqu'au Sénégal. Or que si l'armateur, par exemple, on avait une application où l'armateur peut uploader juste l'information là-bas et donner le hash de vérification, par exemple, par mail ou par qui, ou un autre canal aux importateurs. L'importateur, c'est-à-dire que peut donner juste le hash peut-être au consignataire. Quand il vérifie, il faut vérifier le temps, c'est-à-dire que la véracité de toutes les informations et la traçabilité et même la sécurité, par exemple, de cette information. Ça va renforcer aussi la confiance des acteurs sur les documents. Quand on parle aussi, par exemple, de la blockchain, de la protection des données, il y a beaucoup de tensions juridiques fondamentales, de tensions juridiques fondamentales. Par exemple, quand on nous parle de la RGPD, de tout ce qui est droit de l'oubli, souvent même les applications simples qu'on développe nous en entreprise, il faut prévoir toujours la possibilité de supprimer par exemple le compte. Supposons, par exemple, même si tu vas essayer de le mettre sur Apple Store ou Play Store, souvent ils te demandent est-ce que tu as prévu euh, la partie où tu peux supprimer, c'est-à-dire un compte. Or que, par exemple, ça, c'est des lois qui existent et la protection des données à caractère personnel qui existe au Sénégal. Mais sur la blockchain, c'est presque quasiment impossible parce que l'information, dès qu'on le met sur la blockchain, on ne peut plus le supprimer. Donc, ce qui est un peu en contradiction avec la RGPD. Donc, ce qui est valable, c'est-à-dire que sur les lois qui existent actuellement au Sénégal, c'est différent, par exemple, de ce qui est sur la blockchain. Ce qu'on peut faire, c'est juste, par exemple, essayer de trouver un point de convergence pour montrer, par exemple, pour essayer, par exemple, d'utiliser, de récupérer tout ce qui est par exemple, droit de l'oubli et essayer de faire la corrélation au niveau de la blockchain. Je pense que ça c'est des sources de réflexion qui n'existent pas actuellement, mais c'est des sources de réflexion qu'on peut pousser pour voir. Parce que déjà, du fait que, par exemple, il y a la possibilité à l'utilisateur d'utiliser une plateforme et un jour viendra, il dit que moi, je n'ai plus besoin de mon compte, je le supprime. Ça, c'est valable pour une application et qui ne fonctionne pas avec la blockchain. Mais dès que c'est sur la blockchain, il n'a plus les privilèges de le supprimer. Dès que c'est mis au niveau de la blockchain, personne ne peut le supprimer ni modifier cette information. Euh, Bon, si on part vers un cadre juridique, par exemple, le cadre juridique, par exemple, de la blockchain en Afrique, ce qu'on doit faire, par exemple, c'est soit de reconnaître légalement les smart contracts, bon, ce qui est quasiment, je peux dire, impossible. C'est soit d'adopter, par exemple, le droit ORDA pour qualifier et encadrer, par exemple, les smart contracts, c'est ce que je disais tout à l'heure, les contrats autonomes, les contrats smart contracts bien soit un enjeu de preuve et de responsabilité contractuelle. Ça,
pour utiliser, par exemple, les smart contracts dans le cadre légal, il faut ce cas-là. Il faut adopter, par exemple, le droit sur les contrats intelligents. Ou bien harmoniser, par exemple, de manière sur l'espace continental vers les règlements, par exemple, sur l'image de la LGBT, RGBD européen, soit le rôle de l'Union, ce que l'Union africaine peut jouer comme rôle dans des instances telles que la CEDEAO ou l'UEMOA. Je pense que ces instances-là peuvent réfléchir, par exemple, sur comment ils vont faire à utiliser, par exemple, le droit au HADA sur tout ce qui est smart contract. Bon, intégrer aussi tout ce qui est protection des concepts, par exemple, de la structure déployée en Afrique. Ça aussi, c'est des pistes de réflexion par exemple, les instances comme CEDEAO ou UEMOA, l'Union africaine peuvent utiliser, par exemple, pour essayer de pousser à adapter, par exemple, les smart contracts sur, euh, sur le droit au HADA. Sur les formations, déployer aussi une doctrine juridique africaine sur le droit numérique, mission centrale aussi de ce programme. Je pense que ce programme-là aussi peut pousser, par exemple, à certains, peut-être même d'écrire, par exemple, le sujet de thèse sur ces cas-là, essayer de pousser comment ils peuvent faire pour trouver, c'est-à-dire que un peu de synergie par rapport au droit, par exemple, euh, au HADA et de l'appliquer, par exemple, sur les smart contracts. Bon, en conclusion, la blockchain et les smart contracts représentent une rupture paradigme, paradigmatique profond dans la manière de concevoir, exécuter, sécuriser les relations contractuelles. L'opportunité qu'on peut avoir pour l'Afrique, une chance je peux dire par exemple, pour la technologie, pour la technologie, sauter par exemple les étapes intermédiaires pour adapter directement les technologies les plus avancées. Bon, c'est un défi réglementaire majeur, construire un cadre juridique adapté, protecteur des données personnelles et favoriser par exemple l'innovation. L'urgence L'urgence est sur la construction du droit numérique africain est une urgence doctrinale et législative, mission pour le programme. Bon, en conclusion, ce que je peux conclure, c'est que, par exemple, les smart contracts et la blockchain, je peux dire que, par exemple, c'est fait pour l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, qu'on peut faire pour les smart contracts, pour la blockchain, pour la technologie blockchain, c'est-à-dire qu'on peut appliquer en Afrique. Pour les cas d'usage, je peux citer énormément de cas d'usage. Par exemple, dans le cas du cadastre ou par exemple, on peut enlever dans le fait que, par exemple, deux personnes, par exemple, pour acheter, par exemple, pour acheter le même terrain. Bon, ça, on peut déployer des smart contracts qui peuvent contraindre tous ces problématiques-là. Souvent, ce que je dis, par exemple, sur les webinaires, ou bien les formations que je donne, euh, tout, tout, tout système où on peut avoir ça, un intermédiaire, un tiers de confiance, je pense que ça, on peut appliquer la blockchain pour les smart contracts. En gros, c'est ça. Je pense que pour résumer, la blockchain, c'est une technologie, c'est un registre distribué, fonctionnant sans organe de contrôle, distribué, sécurisé, décentralisé. Pour les smart contracts, c'est un programme qu'on peut déployer sur la blockchain, qui peut s'auto-exécuter, qui peut exécuter sans l'intervention, par exemple, d'un tiers de confiance. En gros, c'était ça, peut-être, la présentation. Si vous avez des questions, je pense qu'on peut développer sur les questions que vous allez poser. Je suis un peu fatigué parce que aussi c'est le Ramadan aussi. Aujourd'hui, j'étais un peu aussi pris avec le boulot, quoi. Je pense que vous le sentez même sur la présentation. Merci.
Merci, Monsieur Diop. Euh, on va échanger un peu. J'ai quelques questions à vous poser en attendant qu'il y ait des interventions dans le chat. Moi, j'ai une première question par rapport au smart contract. Le smart contract, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Mais il y Mm. a une contradiction que j'ai notée dans son système. Ou peut-être cette contradiction, c'est parce que j'en fais une lecture juridique et que je suis pas expert par rapport à la programmation blockchain. Et je pense que vous pouvez m'édifier par rapport à ça. C'est le smart contract, si je comprends bien, c'est un programme qui s'auto-exécute automatiquement et qui est irréversible et immuable. Mais j'ai vu que, à moins que je me trompe, qu'il y a des modifications possibles avec des langages de programme comme Solidity, des fonctions only owner, si je me trompe pas, des possibilités, des fonctions d'autostopper d'autostop de l'exécution automatisée. Et je me dis, est-ce que si ces fonctions existent, est-ce que ces fonctions ne viennent pas en contresens de la promesse proposée ou bien avancée par la blockchain qui est un mécanisme automatique et irréversible? Mm. Bon, je pense si par exemple ces fonctions existent, c'est parce que on l'a déjà développé ça sur le smart contract. Parce que les fonctions, tout ce qui est par exemple développé sur la blockchain dépend de ce que le développeur veut faire, quoi. C'est-à-dire que moi, si je développe un smart contract et je mets des fonctions c'est-à-dire, qui peuvent stopper, par exemple, ça, c'est des fonctions développées et prédéfinies, par exemple, sur le smart contract. Parce que déjà, actuellement, même, c'est-à-dire que pour déployer un smart contract, je pense que la plupart, il faut avoir une entreprise, par exemple, qui va auditer les smart contracts. La plupart, il faut avoir une entreprise qui va auditer, de voir c'est-à-dire que les incohérences avant de le déployer. Souvent, c'est ce qui est fait. Bon, la plupart des smart contracts, moi, que j'ai développés, qui sont déployés, par exemple, le cas que je peux donner, c'est un crypto-monnaie. C'est un token que on avait déployé, par exemple, nous-mêmes, qui s'appelait Sencoin. Moi, je faisais partie des gens qui l'ont développé. Mais avant même de valider, par exemple, le déploiement, il faut une autre entreprise qui est, qui est indépendante, par exemple, qui va venir prendre le contrat, de l'auditer, de voir ça avec les incohérences, de dire tout ce qui n'est pas cohérent avec la blockchain, il les limite, ou bien te demande de le changer. Donc, les smart contracts, moi, à ce que je sache, si c'est bien écrit, c'est-à-dire que ça peut régler beaucoup de choses en termes de contrat. Bon, ce qui peut amener, par exemple, des incohérences, peut-être ça peut être sur, par exemple, le fait que c'est pas actuellement, c'est pas valide. Je peux dire, par exemple, certains smart contracts ne sont pas valides, par exemple, au Sénégal, parce que le droit, ou bien, par exemple, il n'y a pas de législation derrière qui peuvent encadrer, par exemple, les smart contracts. Mais souvent, les smart contracts, s'ils sont bien développés, pour le déploiement, il faut forcément l'audit de ces smart contracts, de telle sorte que, par exemple, il n'y aura pas d'incident après le déploiement. Parce que dès que c'est déployé, personne ne peut le modifier, personne ne peut supprimer, ça dès que les informations inscrites sur la procédure. Merci, monsieur Diop. Donc, si je comprends bien, si par exemple en cas d'inexécution du smart contract, ou bien est-ce que déjà le smart contract pour connaître une exécution, déjà c'est une question. Est-ce que le smart contract, si par exemple les parties se trompent, ou bien si le programmeur se trompe dans l'écriture, ou bien dans la programmation des stipulations contractuelles, comment est-ce qu'on peut faire? Quelle alternative technique on a pour remédier à cette erreur? C'est ça le plus grand problème même sur les smart contracts. Par exemple, de situer la responsabilité, c'est c'est-à-dire que le développeur peut faire des erreurs. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, par exemple, même si tu développes le smart contract, le plus souvent, au lieu de le déployer, il faut avoir une entreprise qui va venir
auditer. C'est-à-dire que le smart contract va le déployer. Parce que dès que c'est déployé, personne ne peut, ne peut enlever ça avec l'information de la blockchain. Et que, par exemple, si par erreur, le développeur, au lieu de, par exemple, d'envoyer, par exemple, de l'argent vers un compte destinataire, il fait l'inverse, je pense que ça, c'est un problème. Ça fait partie même des limites, par exemple, des smart contracts. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on doit régler d'abord, par exemple, avant de déployer le code, de bien vérifier le code et de pouvoir aussi situer les responsabilités. Est-ce que c'est le développeur qui a fait l'erreur ou bien, par exemple, c'était une erreur, par exemple, qui a, qui nous a, par exemple, qu'on n'a pas vu, quoi, depuis, par exemple, depuis l'auditeur, depuis le développeur. Et que ça peut arriver, hein, ça peut arriver, par exemple, qu'on ait des erreurs personne n'a vu, quoi, parce que c'est des programmes informatiques. Mais ce qui est sûr, dès que c'est déployé, c'est fini, hein. Donc, le mieux, c'est d'avoir toujours une entreprise qui va auditer par les smart contracts avant de les mettre sur la blockchain. C'est même Donc, les je veux risques, par exemple, c'est même les risques de, de comparaison, par exemple, qu'on peut faire sur le droit, par exemple, si dans le cas, par exemple, du droit, si parfois tu entends des gens dire que, par exemple, que la blockchain, ou bien les smart contracts pour remplacer le contrat, par exemple, physique, c'est ça le risque, quoi. Le risque, par exemple, pour certains, je pense, en termes de vérification de documents et autres, on peut utiliser la blockchain ou bien les smart contracts. Mais quand il s'agit peut-être d'une interprétation et autres, je pense que ça peut être un peu difficile, par exemple, D'accord. Monsieur Diop, on a une question ici posée par Monsieur Diata. Bonjour, ma question va tourner sur le plan technique, notamment sur le cadre de la cybersécurité. Ces smart contrats sont-ils à l'abri des attaques, des cyberattaques, pouvant porter atteinte aux principes fondamentaux, à savoir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité? Monsieur Diop, vous me recevez? Alors, Monsieur Diat, en attendant que Monsieur Diop rétablisse sa connexion, je vais essayer de donner ma modeste pensée par rapport à cette question. En effet, il existe des cyberattaques. Les smart contrats ne sont pas un système infaillible. Et par exemple, en 2016, il y a eu des attaques de DAO et plusieurs millions d'Ethers ont été dérobés. Donc, c'est des attaques qui sont parfois imprévisibles et qui résultent même de la programmation des smart contracts. Donc, si le smart contract est mal programmé ou s'il y a il y a trop de fonctionnalités qui ouvrent le code, des hackers peuvent falsifier ou bien créer des doubles dépenses pour altérer le code et provoquer des attaques. C'est-à-dire, c'est comme si une porte est mal fermée, ou bien s'il existe plusieurs portes dans le code, ces portes-là peuvent être utilisées par des hackers pour venir remplacer ou bien créer des doubles dépenses et, par exemple, vider le compte de la personne ou bien le compte affilié au smart contract. Je ne sais pas si la réponse est assez claire par rapport à votre question. Je ne suis pas experte en smart contract. En attendant Alors, c'était quoi la question? Alors, la question était de savoir est-ce que les smart contracts sont à l'abri des cyberattaques? Non. Dans le système informatique, bon, euh, souvent, par exemple, quand il parle de smart contracts et cyberattaques, c'est pour cela que même on fait l'audit. L'audit, ça fait partie, par exemple, sur n'importe quel système, hein, n'importe quel système informatique, faut auditer côté sécurité. Par exemple, tu peux laisser, par exemple, des failles qui peuvent être exploitées, par exemple, par les hackers. Donc, c'est pas à l'abri, quoi, de cyberattaques. Par exemple, même les comptes qu'on utilise, par exemple, sur les crypto-monnaies, souvent, tu entends, par exemple, des cyberattaques, des scams qu'on peut avoir, quoi, sur ça.
Et aussi, par exemple, il y a la partie aussi, bon, ça c'est côté aussi responsabilité. Quand on parle, par exemple, de clé privée, clé publique, moi, avec ma clé privée, par exemple, sur la cryptographie, ma clé privée me permet, c'est-à-dire que d'envoyer ou de recevoir de l'argent. Non, d'envoyer, par exemple, des crypto-monnaies sur la blockchain. Donc, dès que, par exemple, le hacker parvient à avoir ma clé privée, il peut faire tout ce qu'il veut, quoi. C'est comme si, par exemple, si tu laisses, par exemple, ta porte-monnaie électronique au niveau de la rue, voilà, si je le récupère, tu peux faire tout ce que je veux avec. C'est ça, quoi. Mais aussi, sur les smart contracts, je pense que il faut bien l'écrire et bien l'auditer avant de le déployer. Parce que s'il y a des failles de sécurité, je pense qu'il faut l'exploiter, quoi. Donc, rien n'est à l'abri de la sécurité. Mais, c'est-à-dire qu'une information qu'on a mis dans la blockchain, c'est-à-dire que ça, on peut pas le modifier. Ça, c'est sûr. C'est inaltérable. On ne peut pas le modifier. Dès que tu le modifies, ça veut dire que c'est quasiment impossible quoi, de le modifier. Parce que dès que tu le modifies, comment tu vas faire ça, dire que pour corrompre l'ensemble des nœuds qui ont, ça veut dire que cette donnée-là, alors que par exemple, ça doit être synchrone. Tu ne peux pas le faire. Donc, on dit même que c'est quasi impossible là, de le modifier. Quoi. Mais des systèmes de piratage, non. Bon, ça, c'est euh, n'importe quel système informatique, je peux dire que n'a pas à 100% de la sécurité totale. Quoi. Donc, Monsieur Diop, j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez expliquer la clé privée et la clé publique et les H? Monsieur Diop, vous me recevez? Je vais répondre. Bon, je vais essayer de répondre approximativement à cette question. Et je commence d'abord par me dédouaner, je ne suis pas expert en blockchain. Donc, la clé privée et la clé publique. La clé publique, si on peut, par analogie, la clé publique, c'est comme les comptes bancaires. C'est comme nos numéros de compte bancaire. C'est une série alphanumérique composée de chiffres et de lettres qui permet d'identifier le compte de la personne. Le compte, c'est le wallet de la personne. Et pour la clé privée, cette clé privée permet par exemple, de signer les transactions électroniques, les transactions dans la blockchain. Et par rapport au H, il faut savoir que la blockchain est composée de nœuds, c'est-à-dire de blocs, d'où même l'origine de son nom, la chaîne de blocs. Donc, ces blocs, faut juste les voir comme comme un ensemble de transactions écrites dans un registre. Par exemple, si c'est un registre, si on compare la blockchain à un registre, les blocs, c'est les pages. On note chaque transaction sur la page et maintenant, le mécanisme des hash ou le mécanisme cryptographique qui se cache derrière serait ce que chaque bloc contient l'empreinte numérique de l'autre. C'est pour cela qu'on dit que c'est une chaîne de blocs qui sont liés et qui sont infalsifiables. De ce fait, si je peux donner des exemples par rapport à ça, c'est comme si, par exemple, on écrivait, on modifiait le nom d'un document ou bien le contenu d'un document. Et si on vérifie le hash du document initial et le hash du document modifié, on se rend compte que le hash ou bien le caractéristique alphanumérique diffère. Donc, c'est pour cela que si une transaction est corrompue dans la blockchain, on se retrouve avec une hash ou bien l'empreinte numérique de la blockchain est falsifiée. C'est pour cela que la blockchain est immuable et irréversible. Parce que si une transaction est corrompue, toute la chaîne va se
va se corrompre, si je peux. Excusez-moi de la redondance. Donc, j'ai essayé de répondre à la question de, même si notre intervenant, je pense qu'il a perdu sa connexion, on va essayer Non, de. je suis Bonjour, là. je peux. Mais, mais, Oui, mais, mais, mais c'est ça, c'est ce que j'ai tu viens essayé juste de l'expliquer d'expliquer. de Oui, c'est ça. façon profane, hein, de façon Non, non, profane. c'est ça. C'est ça. Par exemple, quand on parle de clé privée, clé publique, il faut juste le voir comme par exemple votre numéro de téléphone et votre code. Supposons par exemple votre compte Wave, c'est votre numéro de téléphone et votre code PIN, hein. Le code PIN, par exemple, qui vous permet d'accéder à votre compte Wave, c'est ce qu'on appelle votre clé privée. La clé publique, la clé publique, c'est votre numéro de téléphone. Par exemple, si tu veux m'envoyer de l'argent, tu vas pas me donner votre code PIN. Tu me donnes juste ton numéro de téléphone. C'est public. N'importe qui peut l'avoir. C'est ce qu'on parle, par exemple, de ce qu'on peut considérer comme clé publique, quoi. C'est l'empreinte. Bon, je pense elle a aussi un peu parlé de tout ce qui est, c'est-à-dire que les blocs tels que sont chaînés. Je pense que ça, c'est un peu technique, quoi. Quand on parle de blocs chaînés, c'est-à-dire que c'est un ensemble de transactions. Euh, il y a beaucoup de mécanismes. Il y a une mécanisme derrière, quoi. Par exemple, sur le minage, comment les blocs sont validés. Euh, si c'est validé, par exemple, comment sont liés. Tout ça, Oui, c'est pour cela, le par exemple, minage. voilà, hein, Je vais le revenir sur le principe, minage. oui, le Parce minage, que déjà, si on parle, par exemple, un mineur, c'est quoi? Un mineur, d'abord, un mineur, c'est un participant du nœud, mais qui a des privilèges, par exemple, pour valider, de validation, par exemple, je peux dire, de transaction. On peut avoir, par exemple, plusieurs transactions, et que ces transactions-là, on doit, par exemple, le mettre sur la blockchain. Ce que les mineurs font, c'est, par exemple, souvent, ils utilisent, dans le cas, par exemple, de la blockchain Bitcoin, ils utilisent ce que l'on appelle la preuve de travail. La preuve de travail, il essaie de valider, c'est-à-dire un puzzle. Il essaie de trouver un puzzle, mais en se basant, c'est-à-dire que sur le bloc précédent. Il se base sur ce bloc précédent pour trouver, c'est-à-dire que, un puzzle, avant, par exemple, dès qu'il le trouve, parce que souvent, il utilise, par exemple, déjà des mécanismes de calcul qui sont très, très, très énergivores. Et aussi, par exemple, une capacité de calcul qui est beaucoup plus élevée, qui est un peu élevée. Souvent, les machines qu'il utilise, c'est des machines qui sont un peu puissantes en termes de cartographie, en termes de puissance de calcul. Dès qu'il trouve, par exemple, le puzzle, il va dire que, par exemple, de manière informatique, il va dire qu'il l'a trouvé. Dès qu'il l'a trouvé, il faut que, par exemple, le 51% du réseau valide par exemple, la machine a trouvé, par exemple, le puzzle. Avant, dès que c'est bon et qu'il vérifie qu'il l'a trouvé, on ajoute, on va ajouter ça, le bloc là, on va l'ajouter on va le chaîner, sur le bloc précédent. C'est pour cela qu'on parle de bloc chaîné. C'est un mécanisme informatique derrière qui est un peu complexe, par exemple, en termes d'algorithmique, en termes, mais il faut savoir que, par exemple, tous les blocs sont chaînés et que, par exemple, ils ont des identifiants, par exemple, qui les permettent de lier, par exemple, d'une bloc à une autre. Donc, ça dit que dès que tu pars jusqu'au cinquième bloc, tu modifies l'information là-bas. Il faut que, par exemple, tu caches directement, c'est-à-dire que, toute la chaîne, tu caches la chaîne et que il faut aussi aller corrompre l'ensemble aussi des informations des blocs, par exemple, qui se trouvent sur des autres nœuds, pour pouvoir modifier l'information. Si supposons, par exemple, sur le nœud A, tu essaies de modifier l'information là-bas. Dès que c'est modifié, il faut que tu essaies, par exemple, de corrompre aussi les autres nœuds pour qu'ils acceptent, par exemple, cette information-là. Donc, ça, c'est un mécanisme, par exemple, qui doit utiliser pour accepter cette information. Et que, par exemple, euh, déjà la chaîne, il y a une comment dire, par exemple, il y a, sur la chaîne, il y a une information que tu as augmentée, or que ça ne se trouve pas sur les autres. Donc, ce que tu vas faire, c'est essayer, c'est-à-dire
de corrompre aussi plus de 51% des nœuds du réseau pour que cette information-là soit modifiée. C'est pour cela, par exemple, c'est quasi impossible, par exemple, de modifier une information. Parce que tu ne peux pas prendre, c'est-à-dire que, or, en réalité, même les nœuds, tu sais pas là où se trouvent. Supposons, si c'est une blockchain publique, tu peux avoir un nœud, par exemple, en Inde, l'autre, par exemple, au Pakistan, l'autre, par exemple, en Afrique, l'autre en Europe. Donc, tu ne peux pas, c'est-à-dire que parcourir l'ensemble des nœuds et modifier cette information. C'est pour cela, par exemple, il est inaltérable. Souvent, c'est quasi impossible, par exemple, de modifier une information sur la blockchain. Bon, de manière pas technique, c'est ce que je peux expliquer, mais si peut-être on peut avoir l'occasion, par exemple, de le prouver, peut-être il y aura même des exemples qu'on peut vous montrer, c'est-à-dire que la manière dont on peut modifier une information, dont on peut prendre, valider une information. Mais ça, c'est que, par exemple, il y a un mécanisme qui s'appelle minage, par exemple, les mineurs utilisent pour la brosse. Il y a souvent la preuve de travail, il y a la preuve d'enjeu qui est utilisée actuellement sur la blockchain Ethereum. En gros, c'est ça, quoi. Oui, donc ça me permet de rebondir sur une autre question. C'est par rapport aux intermédiaires. Vous en avez parlé lors de votre intervention. Est-ce que vous pouvez me parler des oracles? Les oracles, souvent, c'est des choses, par exemple, c'est des programmes. Je vais juste donner même un exemple d'oracle. D'oracle, c'est quoi? Moi, en tant que, si je veux utiliser par exemple un smart contract qui va se baser, par exemple, sur de la météo, il faut que je crée un oracle, par exemple, pour pouvoir communiquer, par exemple, avec la météo. Supposons, par exemple, si j'envoie une information, par exemple, ce que AXA avait fait, AXA Assurance, c'est que, par exemple, dès que tu achètes un billet d'avion et que c'est AXA qui l'assure, l'assurance, par exemple, c'est AXA, dès que, par exemple, tu as un retard de vol, par exemple, supposons, de 1 heure de temps, AXA te rembourse, par exemple, 50% de ton billet. AXA, ce qu'il a fait, par exemple, il va essayer de se connecter peut-être sur la météo, bien sûr, peut-être sur l'arrivée de l'avion. Dès que, par exemple, l'avion, par exemple, est en retard, il y a un smart contract qui te rembourse directement 50% de ton billet. Mais ce qui déclenche, c'est-à-dire que le fait qu'on te rembourse, ça, c'est un oracle. C'est l'oracle par exemple, qui fait ça. L'oracle, ça joue un peu l'intermédiaire entre, par exemple, une application simple, je peux dire, ou bien un module simple vers le smart contract. Ça, c'est ça le rôle des oracles. Et donc, ça me permet, bon, je vais faire un peu hors sujet, hein. Je vais faire un peu hors sujet par rapport à, mais c'est une question qui me tient un peu à cœur. C'est de savoir quel est l'avenir des applications blockchain, que ce soit les smart contracts, que ce soit les NFT, que ce soit les crypto-monnaies. Je pense, je ressens à travers votre intervention que vous êtes blockchain, vous êtes crypto-enthousiaste. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de ces applications blockchain en Afrique? Quels sont ces apports pratiques? Est-ce facile d'intégrer ces mécanismes ou bien ces plateformes? En tout cas, ce qui est sûr, dès que, par exemple, la législation est claire, je pense qu'on peut faire des choses extraordinaires sur la blockchain. Je pense que nous, on a commencé. Je me rappelle Vous en militez, 2000, je, 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 vous je me militez rappelle en pour qui? 2000, en 2000, en 2000, 2000, 2022, je pense 2022 et 2021, il y avait Nike, vous connaissez Nike, marque Nike qui m'avait contacté pour la certification de leur produit. C'était aussi un sujet de recherche au niveau de INRIA en France, Nancy de France. Ce qu'ils voulaient, c'était quoi? C'était, par exemple, de vérifier la véracité, par exemple, de leurs produits. Souvent, par exemple, quand on parle supposons, par exemple, des produits Nike, souvent, ils peuvent faire le produit, par exemple, au niveau de la Chine, mais ils demandent aux Chinois de faire, par exemple, de leur faire 50 000, par exemple, chaussures, par exemple, Nike. C'est c'est uniquement ces 60 chaussures, ces 60 000 chaussures-là qui doivent circuler, par exemple, dans le marché. C'est pour cela, par exemple, tu entends marché noir. Tout ce que tu entends comme marché noir, c'est-à-dire que c'est un produit réel, mais qui n'est pas certifié, par exemple, supposons, par Nike. Nous, ce qu'on devait faire, c'est quoi? C'était, par exemple,
sur chaque produit, de mettre, c'est-à-dire un code, c'est-à-dire que le hash, qui va nous permettre de vérifier, c'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, les chaussures là, par exemple, sont authentiques. C'était juste pour gérer l'authenticité. Comme ça, par exemple, dès que le produit entre en France, il peut vérifier est-ce que réellement ça fait partie, par exemple, des chaussures authentiques de Nike, ou bien, par exemple, ça fait partie, par exemple, de ce qu'on appelle marché noir. C'est la même chose, par exemple, pour les iPhones, c'est la même chose pour les parfums, c'est la même chose pour sur l'ensemble des produits. Mais, par exemple, en Afrique, quand on parle, par exemple, de tout ce qui est, par exemple, litige foncière, quand on parle, par exemple, pour la vote électronique, il y a plein de sujets où on peut appliquer, par exemple, tout ce qui est blockchain de smart contract. Même pour, c'est-à-dire que pour la monnaie. Moi, ça, je pense que nous, on est des patriotes, des souverainistes. Je pense que même si on utilise, par exemple, la blockchain, ou bien tout ce qui est crypto-monnaie, je pense qu'on peut développer même des tokens pour ça. Ou bien même utiliser, pourquoi pas utiliser, par exemple, le Bitcoin comme garantie, comme ce qu'on fait avec l'or, quoi. Parce qu'il y a plein de pays qui le font et qui le réussissent. Ouais. Donc, c'est des choses, je pense, qu'on peut faire en Afrique et aussi, par exemple, qui peut participer, c'est-à-dire sur beaucoup de choses. Tout ce qui est, par exemple, corruption, tout ce qui est, par exemple, vendre un terrain à 50 000 personnes, tout ça, je pense qu'on peut développer des plateformes pour ça. Merci, Monsieur Diop. Il y a une autre question qui fait clin d'œil à des intervenants qui sont en géographie. C'est par rapport à l'environnement. On a écho du fait que le ménage que vous venez d'expliquer consomme beaucoup d'énergie et assez Mm, énergivore. Qu'est-ce que vous mm. en pensez en tant qu'informaticien pratique? Parce que j'ai vu récemment qu'il y a des initiatives par rapport à ça, où des jeunes ont mobilisé je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, ils veulent utiliser cette énergie-là pour autre chose. Par exemple, pour alimenter l'électricité des hôpitaux ou des écoles, par exemple. Vous en pensez quoi, Bon, souvent, même par exemple, quand vous regardez sur Internet, par exemple, les centrales de minage en Chine, l'autre, eux, ils utilisent souvent par exemple, des centrales de minage en charbon. Donc, ça, tout dépend, par exemple, de l'énergie que tu vas utiliser. Bon, je pense que c'est pas encore expérimenté peut-être en Afrique, mais en Afrique, comme nous, on a presque le soleil 24 heures, presque 24 heures, je peux dire 24 heures sur 24 presque. Je pense que on peut utiliser par exemple l'énergie solaire pour le minage. Peut-être côté environnement, il y a des impacts, mais bon, je pense que le plus simple, c'est d'essayer de l'expérimenter et d'essayer de trouver, par exemple, soit de l'énergie éolienne, de l'énergie, par exemple, solaire, du charbon. Par exemple, pourquoi pas utiliser tout ce qui est les déchets, par exemple, organiques, d'essayer de trouver, par exemple, comment on peut faire pour trouver de produire de l'énergie et d'essayer de miner. Mais je pense qu'actuellement en Afrique, si on essaie par exemple d'utiliser l'énergie par exemple électrique, même nous, par exemple en Afrique, au Sénégal, à l'essence, on ne parvient même pas à avoir partout de l'électricité. Donc, je pense que pour ces cas-là, c'est pas possible, quoi. C'est quasi impossible. Donc, le mieux, c'est par exemple tout ça, c'est des sujets, par exemple, en termes, même si en termes de géographie, c'est des sujets de réflexion. C'est des sujets, par exemple, qu'un étudiant peut porter, ou bien un professionnel peut porter, de réfléchir, par exemple, sur comment il peut utiliser, par exemple, de l'énergie solaire pour faire le minage. Ne serait-ce, par exemple, avoir deux, trois, quatre machines, essayer de les faire tourner avec l'énergie solaire ou trouver un truc, quoi. D'accord, on a noté une autre question par rapport à la signature électronique. Donc, je pense que les juristes font un peu la confusion entre signature sur la blockchain, si je ne veux pas raconter de bêtises, et la signature électronique que nous, on connaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette signature électronique dans le cadre de la blockchain et des smart contracts? Non, pour les deux signatures, par exemple, la signature électronique, c'est différent aussi le fait, par exemple, de signer avec un stylo ou
par exemple, de signer un document. Ça, c'est différent, par exemple, de la signature. La signature électronique, euh, il y a ce que l'on appelle d'abord peut-être la PKI, où il y a toujours une clé, c'est-à-dire qui accompagne, c'est-à-dire que le document, pour vérifier, c'est-à-dire que l'authenticité de l'information, l'authenticité, par exemple, du document. Toujours, par exemple, c'est de la même manière avec la blockchain. Là-bas, on a une- un, un certificat apposé, par exemple, sur le document pour vérifier l'authenticité et la véracité des informations. C'est la même chose que sur la blockchain. La blockchain, par exemple, le H c'est-à-dire que peut jouer le rôle, par exemple, de ça, quoi. De dire que, par exemple, dès qu'on a le H et qu'on le met sur la blockchain, à partir de notre clé privée, ou bien, c'est-à-dire que notre clé publique apposée par sur le document, on peut vérifier l'authenticité de l'information, quoi. Donc, là, pour la signature unique, ça, je pense que c'est réglé, quoi, côté blockchain. Mais parce que, à partir du H, on peut vérifier l'authenticité de l'information. C'est la même chose que au niveau du PKI, ou aussi, par exemple, on peut voir les signataires, déjà avec le certificat apposé, plus la clé publique, par exemple, sur le document. Donc, tout ça, c'est des mécanismes, par exemple, pour gérer un peu l'authenticité de l'information. Oui, par exemple, pour la signature électronique, au Sénégal, il n'y a pas encore en tout cas, j'ai pas encore vu de véritable avancement par rapport à ça. Mais par exemple, en France, ils ont théorisé sur la valeur de ces signatures électroniques-là. Et c'est très intéressant parce que vous rebondissez sur la certification pour valider en quelque sorte la signature et que cette signature puisse servir de preuve en cas de contentieux. Et Oui, ça permet de... mais c'est-à-dire que la signature pour la blockchain. Mais pour la signature électronique, par exemple, c'est que le certificat avec la PKI, je pense que ça, Gaël 2000 le fait déjà. Voilà. Oui, mais avec la signature électronique, avec la signature privée, si je ne me trompe pas, avec la clé privée, c'est une signature. Parce que ça permet de valider ou bien de faire exécuter le smart contract. Bien, Oui, si on parle c'est-à-dire de la blockchain, actuellement, ça n'existe pas au Sénégal. Mais quand on te ah, parle ok. juste de la signature électronique, par exemple, avec la PKI, je pense que ça, Gaël 2000 l'utilise depuis 2015. Donc, il y a pas mal actuellement d'entités, par exemple, publiques qui utilisent ça. Même actuellement sur nos projets Kishénik, par exemple, de Kishénik, de prêt de douanement. Tous les documents sont signés par la signature électronique, quoi. Donc, on a noté une autre question, c'est par rapport à est-ce que le smart contract et la blockchain sont des... Voilà. Est-ce que le smart contract et la blockchain sont de l'intelligence artificielle? Si oui, est-ce que vous pouvez revenir sur le point de convergence? Non, ça, c'est différent, c'est deux technologies différentes. L'intelligence artificielle est différente de la blockchain. Mais bon, de toute façon, il peut y avoir des points de convergence, quoi. C'est-à-dire que peut-être la blockchain peut utiliser les smart contracts, l'intelligence artificielle. Peut-être pour d'autres cas. Le fait même que, c'est-à-dire que, la question que tu avais posée tout à l'heure sur les oracles, peut-être ça va nous permettre, à partir de l'IA, de contacter, par exemple, les smart contracts, quoi. Tout ça, on peut avoir des points de convergence, mais c'est pas les mêmes technologies. Si je comprends bien, l'intelligence artificielle est une technologie générative, Hmm. alors qu'il y a la possibilité de réfléchir, de s'adapter. Par exemple, en cas d'une exécution, si on intègre, mais c'est une hypothèse, je ne sais pas si c'est vérifié ou bien c'est faisable. Vous allez peut-être revenir sur ça. Hypothétiquement, si on intègre, par exemple, un mécanisme d'intelligence artificielle dans le smart contract, et est-ce que cette intelligence artificielle-là ne faciliterait pas ou bien ne contrecarrerait pas les limites du smart contract?
Parce que vous l'avez expliqué, les smart contracts sont irréversibles. Et par exemple, dans la pratique juridique, par exemple, dans le cadre des contrats, si en cas d'inexécution, ou bien pour caractériser une exécution, il faut que l'acte soit suffisamment grave. Et selon une conception purement juridique, ma conception purement juridique, je conçois que une machine ne peut pas réfléchir. Le smart contract ne peut pas s'adapter aux changements ou aux imprévus. Dans ce cas, est-ce qu'il ne serait pas intéressant par exemple, d'intégrer l'intelligence artificielle qui, d'après les constats de simple utilisation avec mon téléphone, l'IA s'adapte par rapport à nos comportements et par rapport à nos attitudes, à la façon dont on interagit avec elle. Donc, est-ce que cette intelligence artificielle-là ne permettrait pas de réadapter ou de faciliter ou bien de supprimer les limites de la rigidité des smart contracts? Sauf que les smart contracts, c'est-à-dire que le programme est prédéfini, par exemple. C'est-à-dire il y a des conditions, il y a l'exécution jusqu'au déploiement. Donc, par exemple, avant même d'interagir, il faut, par exemple, que le smart contract soit défini et déployé. Donc, dès que c'est déployé, on connaît les fonctions, par exemple, qui peuvent déclencher, peut-être les fonctions qu'on peut déclencher à partir des smart contracts. Donc, ce que l'IA peut faire, par exemple, c'est d'interagir avec, mais en se basant sur des fonctions prédéfinies. Donc, il faut déjà, c'est-à-dire que l'existence des oracles même, ou bien l'existence, par exemple, parce que la plateforme que tu peux développer et qui utilise, par exemple, les smart contracts, il y aura une interaction, mais il va se baser d'abord sur un programme bien défini, avec des fonctions prédéfinies, quoi. Supposons, par exemple, quand on me dit envoie de l'argent, mais cet envoi de l'argent-là, par exemple, ça prend les paramètres tels que, par exemple, le destinataire et le montant que je dois envoyer. Et il y a une tas de vérification derrière. Ce que l'IA peut faire, par exemple, on peut développer une application qui se base, par exemple, sur l'IA et qui peut déclencher, c'est-à-dire un processus au niveau de la blockchain, au niveau, par exemple, de smart contract. Ça, on peut le faire. Mais le fait, par exemple, de faire quoi que ce soit sur les smart contracts, dès que c'est déployé, je pense déjà, il faut ne pas modifier. C'est immuable. Donc, l'IA ne peut rien faire ça depuis là-bas, quoi. À moins que, par exemple, par magie, il peut déployer un autre smart contract, mais même s'il le déploie, c'est différent. Par exemple, chaque smart contract a une clé, quoi. Je peux dire, a une adresse, c'est-à-dire qui lui est propre, quoi. Donc, même sur le développement, quand tu déploies le smart contract et que tu as déjà l'adresse, c'est cette adresse qui te permet, c'est-à-dire que même d'interagir avec le smart contract. Donc, l'IA ne peut pas, c'est-à-dire que même s'il déploie c'est-à-dire que les mêmes codes sources, s'il le déploie, il aura, par exemple, une adresse qui est différente, par exemple, de l'autre, de ce que j'avais. Donc, moi, mon smart contract peut pas interagir avec l'adresse qui est différente de ce que l'IA a fait, par exemple. Mais j'en suis sûr et certain, par exemple, il y a des gens qui sont en train, par exemple, de réfléchir sur ces cas-là, j'en suis sûr. Mais ce qui est sûr à l'état actuel, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas, il y a pas, il y a pas de risque, quoi. Il n'y a pas de risque. Le risque est qu'on peut avoir, par exemple, si peut-être l'arrivée de tout ce qui est machine quantique, c'est-à-dire que pour cacher aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est sécurité, les machines quantiques aussi, dès qu'ils arrivent, je pense que ça peut, il y a même risque, par exemple, de cacher le SHA 256, par exemple, que tout ce qui est blockchain utilise. Donc, ça peut avoir des risques, quoi. Et que même ça, c'est toujours, par exemple, un point d'interrogation, quoi. On dit tout le temps, par exemple, les machines quantiques peuvent être cacher peuvent cacher aussi certaines fonctions probables de la blockchain, mais bon, jusqu'à présent aussi, c'est juste des interrogations parce qu'on n'a pas encore vécu c'est dans de qui, quoi, d'État. Merci beaucoup pour
Bonsoir, je peux intervenir? Oui, oui, allez-y, allez-y. En fait, merci beaucoup, professeur. Je pense que vous avez fait une brillante présentation hein, sur la blockchain et sur les smart contracts. Vous avez parlé tout à l'heure de machine quantique. Je pense que machine quantique, même si on arrive, par exemple, à réaliser cela déjà présent, ce n'est pas même la blockchain qui va s'inquiéter le plus. Même nos systèmes de chiffrement de communication là, avec les machines quantiques, on pourra les casser, les systèmes de chiffrement RSA, ainsi de suite. Juste pour revenir un peu sur la question concernant l'environnement, celui qui a posé la question de l'environnement tout à l'heure, je pense que nos machines-là, ce sont des machines que c'est vrai que nos ordinateurs-là sont des calculateurs. On peut l'utiliser pour les minages, mais ils n'ont pas assez de puissance pour pouvoir faire les minages. Donc, c'est ce qui fait que les gens ont développé une autre machine qu'on appelle ASIC et qui est beaucoup plus puissant que nos machines actuelles et sur lesquelles on fait du minage là. Donc, le problème qui se pose avec l'avènement des machines quantiques qui vont venir à l'avenir, c'est sûr et certain que ces machines-là ils ont été développées pour un unique but de faire du assage. Donc, si toutefois on arrive à développer d'autres machines qui est beaucoup plus puissantes que les machines ASIC qu'on utilise actuellement pour faire du minage, donc ces machines-là, on risque par exemple de les jeter comment dire ça, dans la nature quoi. Et ça peut avoir des conséquences parce qu'ils ont été développés uniquement pour pouvoir faire du minage. Donc dès l'instant qu'on trouve une machine qui est beaucoup plus puissante que la machine précédente, ces machines précédentes, ils risquent d'aller, on risque par exemple de faire parce qu'actuellement il y a pas un moyen de recyclage quoi, à moins que dans l'avenir qu'on réussisse à pouvoir faire le recyclage. Donc dans le thème environnement, si on utilise aussi le charbon, ainsi de suite, pour pouvoir faire l'énergie du charbon, ainsi de suite, là où ça va avoir des conséquences. Mais je pense que j'ai eu à rencontrer certaines qui sont en train de transformer cette énergie-là pour pouvoir faire du minage, ainsi de suite. Mais l'énergie sur laquelle ils veulent travailler, ce n'est pas l'énergie de charbon, ainsi de suite. Ils veulent peut-être l'énergie qu'on va jeter, je ne sais pas, si au niveau électrique ou bien au niveau pétrolier, c'est cette énergie-là qu'ils veulent transformer là, qu'ils veulent recycler et l'utiliser plutôt pour le minage. Et utiliser, comment dire ça, comme l'a dit le prof aussi, l'énergie solaire ainsi. Donc ça, c'est dans le cadre du volet environnement. Pour revenir sur la question un peu qui touche la confidentialité, la confidentialité ici, ce qu'il faut comprendre ici, c'est la confidentialité, comme on l'a décrit, c'est de faire en sorte que quand on transmet une information, que seules les personnes autorisées puissent avoir accès à ces informations. Parce que l'information, certes, il est chiffré, il est incompréhensible, mais on fait en sorte que donc on peut pas le voir. Or qu'ici, avec le système, par exemple, comme le blockchain public, comme Ethereum, par exemple, les smart contracts sont l'antithèse même de la confidentialité, hein. Tout est lisible par tous. Le code compilé, l'état des variables, l'historique des transactions et les adresses des esprits des destinataires. Et ça peut constituer peut-être une faille parce que ces données personnelles ou sensibles là, qui peut être par exemple un historique d'achat ou des données médicales pseudonymisées, inscrit dans un smart contract public, il est accessible par tout le monde. Donc là, ça pose un problème peut-être un peu de confidentialité, quoi. Même s'il existe aussi des solutions cryptographiques sur lesquelles on peut utiliser peut-être, on peut travailler peut-être, il y a des centres de recherche sur lesquels on peut travailler pour remédier à cela. Pour ce qui s'agit de la partie intégrité, ça c'est le point fort de la blockchain. C'est comme le dit le prof, on utilise des fonctions d'assage. La fonction d'assage c'est quoi? C'est une fonction qui prend en entrée des données et qui, n'importe quelle donnée là, il va la transformer à des données fixes. Donc, si par exemple, vous devez prendre un livre de Mariamaba qui a été écrit, on peut le transformer à une suite de lettres et de chiffres qui est beaucoup plus petite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la blockchain ne concède pas assez d'énergie. Parce que dès l'instant qu'on utilise des livres de compte là, si on fait le résumé là, ça ne va pas prendre assez d'espace parce que l'information qui était grande en premier, on l'a transformée en une petite information. Donc, sauf qu'on ne peut pas faire l'opération inverse. Mais ce que ça permet, c'est quoi? Si on prend le livre de Mariamaba, on modifie, même si on modifie une virgule, si on utilise la même fonction là, ça ne va pas donner la même valeur de sortie, la même valeur assase. Donc là, on va dire que ce document-là a été modifié parce que la valeur d'essence
ne sont pas les mêmes. Donc là, ça permet de gérer tout ce qui est l'intégrité, d'assurer de cette sorte que personne ne peut altérer à ces informations, ainsi de suite. Donc là, ça c'est le point fort. Mais c'est comme le dit le prof tout à l'heure. L'inconvénient, c'est pas la blockchain en tant que tel, parce que l'intégrité là-bas, c'est très bien écrit. Le problème, c'est quand c'est exécuté sur un code sur un code qui contient par exemple une faille. Si le code contient une faille, cette faille devient immuable. Le smart contract va exécuter un code malveillant avec la même intégrité qu'un code légitime. Et ça va constituer un problème. Et donc, il a donné des orientations concernant des audits avant qu'on puisse déployer, pas dès le temps qu'on déploie avec cette code-là qui contient une faille là, ça va constituer un problème. Mais si tel n'est pas le cas, l'intégrité, ça c'est l'un des points forts de la blockchain. Et pour terminer sur la partie disponibilité, là aussi, on voit que c'est un système qui est décentralisé. C'est pas un système qui est centralisé. Ça n'appartient pas aux Américains, ni aux Indiens, ni aux Chinois, ainsi de suite. Donc, euh, pour la disponibilité, on va voir que c'est une architecture pair à pair et c'est lié à des milliers de nœuds qui empêchent théoriquement même toute défaillance unique, en fait. Donc, faire même tomber le réseau même entier, on dit que c'est quasi impossible. Parce qu'il y a plusieurs machines interconnectées entre eux et qui travaillent, on peut dire, jour et nuit. Peut-être, comme on fait pour bloquer Google en envoyant plusieurs informations à la même fois, peut-être aussi on peut le faire avec la blockchain en faisant plusieurs transactions en même temps. Peut-être ça peut créer un déni de service au niveau du système. Je ne sais pas assez. Peut-être le prof va revenir sur cette question. Mais en termes de disponibilité, je pense que ça, euh, euh, la blockchain offre une opportunité par rapport aux autres systèmes qui sont beaucoup plus centralisés, quoi. Bon, voilà ce que je voulais dire. Bon, j'ai tiré un peu en longueur et voilà. Merci C'était beaucoup. brillant. Merci beaucoup pour votre brillante Ah, intervention. merci. Et par rapport à la confidentialité, j'ai une petite contribution. Bon, c'est peut-être une solution. Par exemple, si par exemple pour les contrats, si un contrat est confidentiel, pourquoi pas l'insérer dans une blockchain privée ou de consortium comme l'a exposé M. Diop à l'entame. Vous en pensez quoi? Oui, je pense, c'est des alternatives, hein, c'est des alternatives, parce qu'il y a des blockchains orientés purement de plus, quoi. Tel que par exemple Hyperledger et autres. Je pense que même même ces blockchains-là, il y a des entreprises qui l'utilisent, hein, qui l'utilisent actuellement, mais c'est orienté un peu, par exemple, un peu entreprise. D'où prendre que le périmètre est maîtrisé. Ce qui est différent, par exemple, une information que tu mets directement sur la blockchain publique. C'est-à-dire que ça aussi, c'est risqué, quoi. Mais bon, d'après aussi l'intervention de Kenya, Kedi, je pense Ouais, ouais, oui, oui, tu as expliqué aussi peut-être par exemple, beaucoup de choses, hein, surtout par exemple, les informations qu'on peut mettre sur la blockchain. Bon, ça aussi, je pense que c'est des choses à voir, quoi. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je développe une application, il y a certaines informations, par exemple, que je ne vais pas mettre. Peut-être la plupart de moi, quand on me demande, par exemple, à l'instant, l'application que tu peux faire supposons même pour l'entreprise, c'est quoi? C'est peut-être juste la vérification des documents, quoi. C'est-à-dire que pour gérer, par exemple, on peut effacer tout ce qui est intermédiaire pour dire que est-ce que le document-là est authentique, oui ou non. Ça, on peut juste garder, par exemple, le hash, on le garde sur la blockchain et que, par exemple, à partir du hash, on peut dire que, par exemple, on peut retrouver peut-être quelques informations concernant, par exemple, le document pour juste vérifier, par exemple, l'authenticité et la véracité, par exemple, des informations. Ça, on peut le mettre, quoi. Mais sur une blockchain, par exemple, publique, et on met, par exemple, des informations, dans ce cas, des informations confidentielles. Donc, il n'y a plus, par exemple, si demain même, par exemple, avec la loi 78 sur la LGBT. voilà, sur la protection des données, La protection des données. Mais ça concerne la France. oui, mais Donc, déjà, on a la loi de 2000 sur la protection des données personnelles. des données personnelles. Par exemple, demain, si moi, je veux enlever, par exemple, je veux supprimer mes données, ça, c'est quasi impossible. C'est même impossible, par exemple, de le faire sur la blockchain, quoi. Parce que sur les applications même qu'on développe à l'instant, c'est-à-dire que les entreprises développent, moi, j'ai le droit, par exemple, de demander à l'entreprise de supprimer mes données.
Ça, c'est un droit, par exemple, ou bien de protéger mes données, quoi. Demain, si mes données sont fuitées, par exemple, sur Internet, je peux porter plainte. Dans ce cas, si je les mets sur la blockchain et que, par exemple, n'importe qui peut avoir accès sur ça, non, ça sera beaucoup plus... C'est absurde, quoi, par rapport aux lois, quoi. Donc, ça veut dire que peut-être juste de l'adapter, et que je ne pense pas qu'un pays va accepter, par exemple, d'adapter, de mettre ses données personnelles sur Internet, quoi. Si les données sont sensibles, mieux vaut Sensible. l'inscrire dans une blockchain privée, c'est mieux. Parce que Mm. la blockchain, comme l'a expliqué M. Kindi, c'est open source, c'est une technologie open source, tout le monde y a accès. Donc, ce serait un peu délicat de mettre ces données sensibles dans une blockchain publique. Monsieur Diop, on a d'autres questions aussi. On a deux questions sur... L'une des questions est assez technique, l'autre est plus ou moins juridique. Je vais essayer d'y apporter une petite contribution par rapport à cette dernière. Par exemple, M. Diatta demande, dans le cadre de l'utilisation de l'IA, aussi ça pose un problème fondamental de responsabilité, avec d'abord l'apprentissage supervisé, mais surtout avec l'événement de l'apprentissage automatique. Ou bien vous êtes disponible sur la création d'une personnalité électronique. Monsieur Diatta, vous pouvez prendre la parole pour expliquer un peu votre pensée parce que on n'arrive pas à appréhender. Ou monsieur Diop, vous comprenez? Monsieur Diatta, vous êtes là. Oui, je suis là. Alors, bonjour à tous. D'abord, c'est un plaisir de participer à ce débat d'envergure sur les smart contracts. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, j'ai entendu parler que vous étiez en train d'évoquer que est-ce qu'on ne va pas peut-être incorporer peut-être l'intelligence artificielle dans le cadre de l'utilisation des smart contracts. Alors, ma question est la suivante. Le problème fondamental aujourd'hui, c'est qu'on attribue la responsabilité à l'informaticien qui met le code lorsqu'il s'agit par exemple de difficultés contractuelles. Lorsqu'on met en place donc l'IA dans le cadre des smart contracts, on aura un problème de pouvoir savoir avec surtout l'apprentissage supervisé où l'intelligence artificielle est assistée par un individu ou bien un humain, pouvoir attribuer la responsabilité. Et aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on appelle l'apprentissage automatique où l'intelligence artificielle va devenir de plus en plus autonome. Le problème fondamental encore va se poser lorsqu'il y a un problème, à qui on va attribuer en tout cas la responsabilité. Donc, c'est pour cela que je demandais peut-être que vous êtes donc d'avis sur le fait de pouvoir créer une personnalité électronique, chose à mon avis, qui n'est pas envisageable, puisque je pense que c'est quand même un peu abusé, si je peux le dire ainsi, pour pouvoir attribuer une personnalité électronique à une intelligence artificielle. Donc peut-être le simple fait, ce que je voudrais dire, c'est tout simplement le fait que vous dites que qu'on puisse incorporer l'intelligence artificielle. Donc est-ce que vous êtes donc d'avis pour qu'on puisse attribuer une personnalité électronique afin de pouvoir mieux situer les responsabilités? Merci, M. Diatta, on a compris. M. Diop, vous voulez... Non, quand je parlais de ça, c'était juste pour donner un exemple, quoi. Tout dans le cas des oracles, quoi. Par exemple, l'oracle qu'on va mettre, c'est-à-dire qu'il va interagir avec les smart contracts, c'est-à-dire que peut-être utilise de l'IA, quoi. C'est ce que je disais. Mais c'est pas, c'est-à-dire par exemple, l'IA interagit directement avec les smart contracts. Parce que déjà, pour les smart contracts, il faut forcément, c'est-à-dire que l'oracle qui va interagir avec les smart contracts. Déjà, les fonctions sont prédéfinies, sont déployées, et que par exemple, pour l'utiliser, il y a une manière de l'utiliser. Donc, peut-être l'application qu'on va développer qui va utiliser l'IA va interagir directement avec la blockchain, quoi, avec les smart contracts. C'est ce que je disais, ce que j'essayais d'expliquer, quoi. Oui, je vais apporter une petite contribution à votre question. Et parce que ça touche particulièrement un des points développés dans le cadre de mes recherches. Donc, une responsabilité, réfléchir sur une responsabilité ou bien une personnalité juridique de l'intelligence artificielle. La question a été déjà posée en France. Et le Parlement a rejeté cette proposition parce qu'il considère qu'attribuer une personnalité juridique à l'intelligence artificielle, ce serait diluer un peu la sacralité, si je peux utiliser ce mot, de la personne.
Déjà, en cas de contentieux, par exemple, si on détermine la responsable de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut mettre l'intelligence artificielle en prison? Quelle est l'utilité d'attribuer ou bien de désigner responsable l'intelligence artificielle? C'est juste une machine. La seule sanction qu'on peut prendre sur l'IA, c'est juste de fermer, par exemple, le chat, je ne sais pas, le chatbot, ou bien de l'interdire. Donc, il est plus cohérent et plus en logique de nos pratiques, en tout cas de nos pratiques actuelles, en cas de contentieux, en cas d'inexécution frauduleuse ou imparfaite du smart contract, d'attribuer la responsabilité au créateur ou bien le créateur de l'intelligence artificielle. C'est l'élément de réponse que je voulais apporter par rapport à ça. Et par rapport à votre deuxième question, je pense que aussi c'est purement juridique. Vous dites que la technologie blockchain ainsi que les smart contracts peuvent, sur le plan technique, immuabilité, confidentialité, etc., s'adapter aux dispositions juridiques surtout en ce qui concerne la protection des données et sur le code des obligations civiles et commerciales. Donc, par rapport à la protection des données, je pense que M. Diop et M. Kindi en ont largement parlé. Par rapport à la protection des données, il existe une législation, c'est la loi de 2008. Et cette loi de 2008, comme l'a dit M. Diop, je reprends vos propos, comme l'a dit M. Diop, par exemple, en cas d'inscription de nos données dans le smart contract, dans la blockchain, on ne peut pas retirer ces données-là de la chaîne de bloc. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour respecter le droit à l'effacement ou au droit à la suppression de nos données? C'est une question qui n'est pas encore prévue par notre loi de 2008, mais par extension, on pourrait trouver des solutions peut-être ultérieurement. Et par rapport au code des obligations civiles et commerciales, ça fait l'objet de tous mes objets de ma recherche. Est-ce que la blockchain et les smart contracts coïncident ou bien est-ce que les règles établies dans le code des obligations civiles et commerciales peuvent s'appliquer sur une exécution blockchain? C'est une question très complexe qui, pour l'instant, n'est pas encore théorisée et exploitée en droit africain. On a notre code des obligations civiles et commerciales. Et comme le disait un de mes professeurs, le smart contract doit s'adapter à la blockchain. Et la blockchain, le smart contract doit s'adapter au droit et le droit doit aussi s'adapter à la blockchain. Donc, ça, une lecture extensive de nos règles existantes du code des obligations civiles et commerciales par rapport à une exécution automatisée. J'espère que M. Diatta... Oui. Je peux qui Oui, allez-y. En fait, c'est juste pour répondre à votre question là, qui est un peu complexe. C'est juste pour vous dire que le problème qui se pose est que ceux qui font droit là, qui ont maîtrisé les droits civiques et ainsi de suite là, les droits civils, administratifs, familiales, ainsi de suite. Peut-être eux, ils ne maîtrisent pas assez la technologie, blockchain, ainsi de suite. Et ceux qui maîtrisent aujourd'hui la technologie blockchain n'ont aucune connaissance sur les droits civils, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que donc, il faut falloir qu'on puisse connecter, comment dire ça, les têtes en fait. C'est-à-dire qu'il y ait un projet d'envergure peut-être national qui va regrouper des juristes, des sociologues, des informaticiens, ainsi de suite, qu'on réfléchisse sur le problème en tant que tel. Le problème en est que c'est juste, par exemple, des juristes bon, ça, pas pour vous jeter les lourds, hein, juste les juristes peuvent se regrouper dans un bureau, réfléchir sur une loi, dire que bon, c'est comme ça on doit faire pour protéger, ainsi de suite, alors qu'ils ne comprennent pas l'enjeu ou bien le système, comment il fonctionne réellement. Et souvent aussi, des gens qui travaillent aussi sur les systèmes ne maîtrisent pas aussi les enjeux juridiques que ça peut impliquer et les conséquences que ça peut apporter pour la société. Donc ça pose un problématique. Donc, ce qui veut dire que donc, même avec le sujet là, que je propose là, je pense qu'il y a une entité qui est là, que je connais déjà, qui s'appelle Dakar Bitcoin Day. Dans ce type de réunion-là, vous pouvez le convier et le faire participer dans ce type de séminaire-là. Ça permettra à eux de comprendre sur le volet juridique où en êtes-vous, sur les questions sur lesquelles dont vous avez des inquiétudes.
d'avoir un maximum d'informations sur des gens qui sont différents types de qualifiés, des gens qui sont dans l'entreprise, des gens qui sont des développeurs, des gens qui sont... Et ça, c'est va vous permettre, vous, en tant que juriste, de travailler comment dire, dans toute la chaîne de valeur, quoi, et de pouvoir rapporter, par exemple, un résultat, comment dire, un résultat qui va permettre non seulement d'être beaucoup plus juste, quoi. Bon, c'est ça que Oui, j'avais intervenu, quoi, pour votre question là. oui, monsieur, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je fais partie de Dakabi.d aussi. Grâce à ce sujet, j'ai pu intégrer le cercle et j'échange avec eux et je fais partie de leur groupe. Et on milite aussi pour je porte à la fois euh, le chapeau de juriste par rapport à mes recherches, mais aussi je suis enthousiaste blockchain. Donc, je suis aussi j'essaie aussi de participer à l'organisation des Dakabi.d. Je l'ai découvert récemment, cette année-ci, avec l'édition de 2025. Donc, et j'ai trouvé intéressant les revendications par rapport à la personne qui est purement spécialisée droit et qui découvre une technologie qui a ses réalités. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut émerger, il faut entrer dans le terrain de la blockchain pour comprendre les subtilités et que nous, parfois juristes purement classiques, on n'arrive pas à appréhender. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et Inch'Allah, dans les séminaires à venir, on va inviter d'autres intervenants crypto-enthousiastes. Monsieur Diatta, vous êtes parfait. Vous avez d'autres questions? J'étais très d'accord avec Kindy, hein, surtout côté la synergie qu'on peut avoir côté qui, quoi, côté sur, sur, sur l'ensemble plan des parties prenantes, quoi. C'est-à-dire que quand on parle de juristes, peut-être eux, ils maîtrisent beaucoup plus côté tout ce qui est droit, tout ce qui est la protection des données à caractère personnel et autres. Mais l'informaticien, par exemple, le développeur, il peut avoir, par exemple, tout ce qui est notion derrière, tout ce qui est, par exemple, tout ce qu'on parle de la blockchain. Mais souvent, c'est-à-dire que avant d'implémenter quelque chose, il faut déjà qu'ils comprennent, c'est-à-dire que tout ce qui est de la théorie derrière, quoi. Donc, le mieux, c'est, par exemple, c'est d'avoir peut-être même ce consortium-là, d'essayer de travailler ensemble. Peut-être quand le juge parle, par exemple, sur un texte, par exemple, prédéfini, avec le droit hors d'ailleurs, je pense que l'informaticien peut-être pas avoir une vue, peut-être 360, et au moment de l'implémentation, de savoir ce qu'il doit implémenter, quoi. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes, quoi, à prendre en compte. Même si, par exemple, comme tu travailles beaucoup plus côté, c'est-à-dire que sur les recherches côté blockchain et autres, je pense que le mieux aussi, c'est quand vous avez aussi un souci peut-être sur la compréhension de comment l'informaticien peut avoir, c'est-à-dire que de recueillir par exemple, des points de vue, quoi, peut-être des techniciens, ça va vous aider beaucoup plus même sur la compréhension globale de ton sujet, quoi. Parce qu'il y a certaines choses, il faut déjà une compréhension par exemple, purement technique avant même de foncer quoi, sur. Mais ce que je peux dire par exemple, en Afrique, je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de choses à faire quoi, côté crypto-monnaie, côté législation. Parce qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, le cas, nous en tant qu'actifs, c'est-à-dire que si on veut faire même des transactions, il n'y a pas d'une législation qui encadre ça. Quoi. Donc, c'est des choses, par exemple, que même les universitaires, par exemple, doivent euh, très tôt proposer, peut-être ne serait-ce que, par exemple, une réflexion ou bien de préparer même des projets de loi qui vont encadrer ça. Quoi. Mais tout ça, ça va venir. Du fait que, par exemple, il y a d'autres pays par exemple, en France, aux États-Unis, par exemple, qui commencent à réfléchir, par exemple, sur ces aspects-là. Donc, tôt ou tard, ça va venir en Afrique. Donc, nous, souvent, on est tous les derniers et que, par exemple,
le malheur, on va consommer peut-être les articles qu'ils ont déjà exploités, qu'ils ont déjà écrits, ou que les contextes ne sont pas les mêmes. Donc, mieux vaut, voilà, très tôt, par exemple, réfléchir sur de l'écrire, de faire des thèses sur ça, peut-être même le fait même d'approcher, par exemple, les autorités et de les exposer. Dès que c'est clair, je pense ils vont comprendre et ils vont essayer de faire quelque chose, quoi. Merci, M. Diop, pour votre intervention. On vous remercie profondément de nous avoir accordé votre temps. Et merci aussi aux intervenants. Et nous vous invitons aussi, M. Kindi, M. Diata, merci pour vos interventions. Nous vous invitons aussi à suivre le prochain séminaire qui portera sur la protection des données et les registres distribués, c'est-à-dire la blockchain. Donc, merci d'avoir suivi ce webinaire et à la prochaine. Merci, M. Diop. Merci.